Go. Okay. Donc, on va lire l'article 91, mais pas au complet, juste le début. C'est ça qui nous intéresse. Il sera loisible à la reine de l'avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes. Donc, on énumère ici les trois organes législatifs. La reine, le Sénat et la Chambre des communes. C'est ça, les organes législatifs. Tandis que l'article 92, dans chaque province, la législature pourra exclusivement faire des lois. On dit juste la législature. On n'énumère pas nécessairement le conseil législatif et l'assemblée législative. Puis tout, c'est pas nécessaire parce que les autres provinces n'en avaient pas de conseil législatif. C'était pas précisé dans l'acte d'amélioration britannique. Fait que c'était pas nécessaire de le préciser. Les pères de la Confédération le savaient. Ça ne prend pas la tête à tapis pour comprendre ça. Puis là, ils vont dire, oui, mais les autres provinces l'ont aboli, leur conseil législatif, ils l'ont aboli. C'est pas grave, c'était pas précisé dans la Constitution, c'était un choix, ils n'étaient pas obligés d'en avoir un conseil législatif, c'était par choix qu'ils l'avaient. Mais Québec, lui, c'était précisé, c'était un ordre, c'était un commandement. Pourquoi? Parce qu'on est une population qui parle majoritairement français, puis il y a des minorités anglaises et autochtones, etc. sur notre territoire, puis le conseil législatif était là aussi dans le but de protéger les minorités. OK? C'est pour ça qu'à Québec, on a ordonné qu'il y ait un conseil législatif, puis c'était important qu'il y en ait un. Puis en étant nommés à vie, les conseillers législatifs, ben, ils ont une bien meilleure vision d'ensemble des lois qui ont été adoptées dans le passé, donc ils peuvent accepter que les lois soient sanctionnées par le lieutenant-gouverneur en conseil avec une idée beaucoup plus claire pour être sûr qu'ils soient régis en harmonie avec les autres lois qui ont été votées précédemment. Parce qu'il faut que ce soit respecté tout ça. Donc on continue. À l'article 91 des organes de son pouvoir législatif, mais encore une fois, on pourrait plaider une atteinte à la charge de la reine. Comment même que les organes législatifs ne sont pas inscrits à l'article 92, on peut encore plaider une atteinte à la charge de la reine. L'article 92.1 interdisait de toucher à la charge de la reine, je le répète encore. Donc, j'ai presque terminé, il me reste une page et demie. S'il est possible de réfuter nos allégations et de répondre aux questions qui apparaissent dans ce document, ou encore d'accorder un procès juste avec des juges qui ne soient pas en conflit d'intérêts au sens de la loi sur les conflits d'intérêts, article 21. Loi du Canada chapitre 9, 2006. Les signataires s'engagent, mais ça c'est avant, là c'est trop tard, là, il y avait un qui a accepté le débat avec Michel Lebrun, ça avait été commencé avant que Michel Lebrun dépose l'avis 95 et tout. Là c'est trop tard. Il ne partira jamais en fait ce document-là au gouvernement. Finalement, j'ai décidé de m'en servir pour vous autres. Les signataires s'engagent, on se sera engagé à cesser toutes les démarches à l'encontre des autorités gouvernementales du Québec. Cependant, même des réponses claires et précises ne pourront réparer tous les torts causés à certaines personnes impliquées dans ce dossier. Cela étant dit, nous nous réservons un droit à un recours en vertu de l'article 24.1 de la Charte canadienne devant des tribunaux constitutionnels ou devant toute autorité légale apte à assurer notre protection. Par contre, l'article 24.2 de la Charte canadienne, elle dit que si le recours que je te mentionne ici risque de déconsidérer l'administration de la justice, il doit être rejeté. Tout comme l'article 28-58 du Code civil du Québec. Elle en fait mention aussi. Voilà. Donc, ces deux dispositions-là sont contraires à la primauté du droit. Bon. Là, c'est un petit peu plus personnel, le paragraphe que j'ai écrit là, étant donné qu'on a été attaqué dans l'émission Enquête, et je tiens à le préciser devant le grand jury. C'est quelque chose pour moi qui est très important, de prendre un petit 2 minutes pour parler de l'émission Enquête du 21 mars 2013. C'est quand même le cabinet de Stephen Harper qui a ordonné cette enquête-là. Brigitte Bureau me l'avait confirmé par téléphone. OK? Oui. C'est le cabinet de Stephen Harper qui a ordonné cette enquête. Juste spécifier qu'au Canada, il y a une très grave enquête en collaboration avec les services gouvernementaux, dont l'Agence du revenu du Canada, pour ce qui est des Freemen on the Land, dont Jacques-Antoine est supposément, bien supposément, le gourou spirituel. Je sais une chose, moi, c'est que je ne suis pas personne. Surtout pas Jacques-Antoine Normandin, encore moins lui, personne ici. Même Denis, je ne le suis pas. Je marche à côté. Fait que j'ai pas de gourou, puis moi-même, j'ai été déclaré Freeman on the Land par la Cour supérieure du Québec. C'est de la diffamation. Je vais vous faire une histoire tout à l'heure là-dessus. Dans mon cas, je l'accepte. Je suis un homme libre sur la terre. Mais oui, dans ce sens, mais pas dans leur définition. Pas dans leur définition à eux. Je suis tout de même un homme libre. Vous savez que Freeman of the Land veut dire citoyen honorable de la terre. Allez sur Internet et c'est ce que ça veut dire.
Donc, je suis un citoyen honorable de la Terre. Soyez-en C'est pour ça que je le prends le titre de Mais Freeman. eux autres, ils veulent dire, dans leur définition, eux autres, on est des freemen on the land, hey, on n'approuve aucune loi, on désobéit à la loi comme on veut, c'est dans ce sens-là qu'ils l'ont interprété dans l'émission Enquête. C'est Ce pas qui est vrai. intolérable. C'est pas vrai. Ça, c'est de la diffamation. Ça, c'est comme les tours du World Trade Center. Et puis, j'ai une histoire à raconter rapidement avant de commencer à lire ce dernier paragraphe-là. Dernièrement, je suis passé en cours, justement pour le montage. Ah, je m'en souviens, tu m'en rappelles. Pour la grossière indécence, j'ai fait devant un constable pour rire de lui. J'ai peut-être manqué d'honneur et je m'en excuse. C'est vrai, c'était pas une chose à faire, mais j'étais un peu en colère sur le coup de l'émotion. Ça peut arriver à tout le monde. Il y avait une contrainte et Parce menace qu'il- à ce moment-là. C'est ça. Il me riait d'en face sans arrêt, il m'a réellement provoqué. Je savais plus quoi faire pour l'insulter au maximum. Je suis témoin. Fait que j'ai fait ça en lui disant de manger de la marde, puis je me suis retrouvé en cours. Et je m'excuse pour ça. Je suis témoin de cet événement-là, puis non seulement de celui-là, mais eux autres qui n'ont pas vu parce qu'ils étaient confrontés à des agents de la paix. C'est qu'au palais de justice, d'injustice de Granby, quand on était là, eux autres avaient chacun un agent d'en face. Moi, j'étais un petit peu plus loin. Il y avait derrière la porte un troisième agent, qui est celui qui a eu le droit au nez, là, finalement, mais qui avait la main sur l'arme. Puis je l'ai vu, je vous le dis sur mon honneur. Donc le gars là, si eux autres, parce que c'est là que moi j'ai réagi, j'étais allé m'interposer physiquement entre les agents de la paix et ces deux-là, qui étaient très énervés avec raison, ils criaient comme... Ben, Moi, j'ai entendu ça passer en vidéo, ça. c'est ça. Mais moi, j'allais m'interposer physiquement, je me suis placé... Ils les ont sortis de la cour. J'ai dit, tu m'en pas, il y a un bris de la paix. J'ai vu l'autre qui avait la main sur l'arme, c'est là que je me suis retourné vers lui. Lui aussi, j'allais comme approcher, puis il reculait, puis Jean aussi. Jusqu'à temps qu'il sorte dehors. Fait qu'il fallait conserver la paix. C'est ça. Et quand on est arrivé en cours pour finalement, étant donné, je voulais pas faire ça, ça a été tellement difficile, je voulais pas plaider coupable. Mais là, je suis arrivé au matin au bureau avec l'avocate, maître Mélissa Gilbert qui nous représentait. Elle dit, c'est sûr, si vous ne collaborez pas un matin, le procureur a peut-être l'intention de demander une peine d'emprisonnement. Vous comprendrez que je me relève dans la vie, j'ai tout perdu. Puis là, je ne voulais pas perdre mon travail pour ça, pour le kit. Et je dirais peut-être eu qu'un 2 semaines, mais ça aurait été suffisant que je perde mon travail. Fait que je me suis plié. Donc, c'est sous la menace. Donc, c'est nul. Contrainte et menace. Le procureur, là, j'ai dit à Mélissa Gilbert, j'ai dit qu'il ne s'aligne pas à demander une peine d'emprisonnement parce que je dépose un avis 95 sur le champ, puis la procureure va le regretter amèrement parce que j'ai anéanti le système. Fait qu'elle a parlé au procureur, et finalement, oui, j'ai plaidé coupable, mais ils ont demandé finalement une amende de 1000 $. C'est ce que j'ai eu, mais parce que le clou là-dedans, c'est que quand la procureure a commencé sa plaidoirie, la procureure de la Couronne a dit, votre seigneurie, bon là, c'est un énoncé des faits dans le fond, c'est pas une plaidoirie parce que je plaidais coupable, de toute façon, c'est un énoncé des faits. Elle a dit, bref. Elle a dit, ces gens-là font partie du mouvement Freeman on the Land, tatata. Je me suis exprimé encore une fois. Pourtant, j'étais représenté par avocat, mais je n'avais pas le droit de parler. Puis le juge Paul Denegan, j'y avais déjà tombé d'en face dans le passé, puis c'était lui qui était là. J'ai dit, hey, c'est de la diffamation, ça, puis je tolérerais pas qu'on se fasse traiter de fumée dans le domaine, c'est ça, cette là, c'est de la diffamation. Le juge enlève ses lunettes. Monsieur Dubois! Monsieur Dubois! Il m'attendait, le juge. Il m'attendait. J'ai dit, votre seigneurie, je tolérerai pas ça, je suis pas un fumé dans le domaine, point final. J'ai dit, c'est Radio-Canada qu'on dit ça. J'ai dit, je voulais juste vous le dire. Respectueusement, je m'excuse, mais il faut que je le précise. Ben, on va avoir un recours. Mais Michel Lebrun m'a dit que je pouvais monter facilement une poursuite en diffamation parce qu'elle s'est fondée sur rien, alors qu'à l'émission Enquête, je pourrais avoir les enregistrements originaux. J'ai précisé devant les caméras, j'ai dit, elle n'allait jamais dire que je suis un fumeur dans le laine, j'en suis pas ça. Donc, c'est très grave ce qui nous est arrivé. Puis il y avait du public pas mal dans la salle. Là, elle a fait son énoncé, j'ai montré mes faux fous. C'était un peu humiliant, mais en même temps, j'avais le petit smile dans le coin. Tu sais? Je peux vous le dire parce qu'elle me l'a dit, le genre de la paix qui était au-delà. Il a dit, fais pas pire. Parce qu'ils m'ont dit, toi et tes amis, mais dans la réalité, là, on est-tu amis? Oui. Pas vraiment, mais Non, on peut mais- devenir non, là. On peut devenir. Mais à ce moment-là, les fesses, non. Les fesses sont pas L'émission ça. Enquête du 21 mars 2013, oui, vous pouvez l'avoir. 21 mars 2013. Mais au moment des faits, là, moi, c'était la première fois que je voyais. On l'avait jamais vu, non, ça. C'est ça, je les avais jamais vus. Ils ont essayé de me mettre par association. Jacques-Antoine Normandin, à ce moment-là, c'était comme la deuxième fois que je le voyais aussi. Fait que lui non plus, je le connaissais pas. Moi, j'allais là, puis j'espérais que la loi soit appliquée. Mais n'empêche pas que j'ai peut-être manqué un petit peu d'honneur.
Donc, je peux continuer. Quand C'est tu ça as que monté c'est. tes fesses, on est capable de le voir sur Internet. Je sais pas, non, je pense pas. Mais, Tu parles, j'apprécierais qu'on fasse pas de fixation là-dessus, s'il vous plaît. C'est pas important. À moins que vous me trouviez vraiment cute. Ok, on continue. Donc, je voulais faire cette parenthèse-là principalement pour expliquer à quel point c'est grave ce que l'émission Enquête ont fait, les répercussions que ça l'a amené. Donc, je continue. Oui. Oui, ben oui, aussi. Victime de diffamation, mais Jacques-Antoine. On a été victime. Même le cabinet de l'huissier Gaumont. Ah oui, certainement. Alors, on est ensemble. Tout ensemble. Le Jean, Jean-François et moi-même, pas de problème. Alors, ça, Nous tenons à spécifier Ah, Jacques. que les auteurs et signataires de ce document ne sont membres d'aucune organisation et ou groupe de personnes se disant d'idéologie anarchiste, Freeman Underland ou encore citoyens souverains, tels que décrits par Radio-Canada dans l'émission d'affaires publiques Enquête du 21 mars 2013. C'est sûr que l'être humain, il est souverain, c'est pas nous autres qui l'a écrit, c'est pas nous autres qui l'a inventé, fait qu'il arrête de nous attribuer ça à nous autres, l'être humain souverain. C'est écrit dans les lois d'interprétation, quand on voit la définition du mot personne, ils disent une personne physique ou morale, c'est pas un être humain. Donc, oui, on est souverain, l'être humain, c'est par défaut, c'est pas de notre faute, c'est fait comme ça, le système est fait comme ça. Fait qu'il arrête de nous accuser de tout ça. La loi est faite de même, c'est pas de ma faute. Nous croyons que la reine Élisabeth II est le seul souverain légitime et légal au Québec et nous demandons que la Constitution du Canada soit réintégrée à l'Assemblée nationale et respectée par celle-ci dans toutes ses dispositions non amendées ou non abrogées dans les délais prévus et ou jusqu'à aujourd'hui. Les articles 52 et 53 de la loi constitutionnelle de 1982 obligent l'article... l'oblige, c'est ça, il y a un point. Article 52 et 53 de la loi constitutionnelle de 1982 l'oblige. Parce que l'article 53 vient préciser, en fait, c'est l'annexe de la Constitution, l'article 53, puis vient dire quels sont les articles qui sont encore au workforce dans la Constitution. L'article 53, vous en prendrez connaissance, c'est très important. L'article 53, c'est un des éléments clés. On voit au centre de la Constitution, dans l'annexe, toutes les dispositions qui sont encore en force aujourd'hui. Entre autres, les articles 71 à 80, encore une fois. L'article 53 étant une preuve formelle de la validité des articles 71 à 80 de la loi constitutionnelle 1867 qui n'ont jamais été abrogés légalement, mais en fait seulement, comme le juge Boilard l'a dit, ils ont été abrogés en fait seulement. Il s'est exprimé exactement le même. Ils ont été abrogés en fait, donc de facto. Il a dit qu'il était illégal, le juge, et pourtant, il a continué à juger ce dossier-là comme s'il était légal. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Il n'a pas le droit de violer l'article 1. Ouais. Donc, Code de la déontologie des juges. puis là, je rajoute, comme dernier mot, ce document-là, que ma plaidoirie aujourd'hui est rédigé et je l'ai plaidé de bonne foi en vertu de l'article 6 du Code civil du Québec et en vertu de l'article 60 du Code criminel canadien, chapitre C46. Je voudrais qu'on aille voir l'article 60 du Code criminel canadien. C'est quand même assez important aussi. Je me rappelle même plus ce qu'elle dit, pardon, mais je sais qu'elle est importante. Je voudrais qu'on aille la lire. Exemption. OK. Nonobstant. Ah, je m'en rappelle. C'est parfait, c'est ça. Et 50, selon 50. Ouais. OK. L'exception, bon, nonobstant le paragraphe 59.4, nul n'est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu'il entend de bonne foi. C'est bien, on est de bonne foi aujourd'hui. On n'a pas d'intention séditieuse aujourd'hui, qui ne viennent pas nous écœurer avec la sédition, quoi que ce soit, parce qu'on est de bonne foi. A. Démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s'est trompée dans ses mesures, c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui. Exactement. Signaler des erreurs ou défectuosités dans le gouvernement ou la Constitution du Canada ou d'une province, c'est bien ce qu'on fait. Exactement. Après ça, et le Parlement ou la législature d'une province, l'administration de la justice au Canada. Après ça, emmener par des moyens légaux des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada.
Puis je vais finir au paragraphe, on va peut-être qu'à y aller. Signaler enfin qu'il soit remédié des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d'hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada. C'est exactement ce qu'on veut au Québec. On envoie se promener les Anglais, puis vive le Québec libre, puis vive les Français. On n'a pas de respect envers les autres. Bravo, c'est ça. Jean-François. Vous savez que de bonne foi s'applique seulement à la personne raisonnable en vertu de l'article 1436 du Code civil du Québec. De bonne foi, une personne raisonnable, c'est un être humain, ce n'est pas une personne physique. Et l'article 2 de la loi de la faillite dit qu'une personne physique, c'est une chose. Une personne physique, c'est quelqu'un qui a un numéro d'assurance sociale. C'est mort, une personne physique. C'est même pas mort, parce que pour être mort, C'est une chose, c'est pas une entité, et le contraire d'entité, c'est chose. Là, en vertu de ce qui a été déclaré, puis étant donné qu'il va y avoir une enquête pour terrorisme, moi je propose que ça soit inclus dans le jugement, toujours dans la partie 2, terrorisme. Évidemment, la loi a été modifiée récemment là, avec le C-51, fait que ça, ce que j'ai là n'est peut-être pas à jour, mais il va falloir trouver l'article qui corrèle ça le plus près possible dans la version à jour. Donc l'article 83.8, M. le Président, veuillez noter. Oui. Je vais demander un blocage des biens. En vertu de l'article 83.8, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l'étranger a. Effectuer sciemment, directement ou non, une opération portant sur des biens qui appartiennent à un groupe terroriste ou qui sont à sa disposition directement ou non. Conclure sciemment, directement ou non, une opération relativement à des biens visés à l'alinéa 1, ou d'en faciliter sciemment ou directement ou non la conclusion. Fournir sciemment toute forme de services financiers connexes liés à des biens visés à l'alinéa A à un groupe terroriste pour son profit ou son ordre. Et je demande aussi à ce que soit levée l'immunité dans cette catégorie-là, ainsi que l'abandon du 83.9 qui constituerait une exemption, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou toute personne qui le désigne, et autoriser toute personne au Canada ou tout Canadien à l'étranger à se livrer à toute opération ou activité ou catégorie d'opération ou d'activité qui est interdite par le 83.8. Donc ça, c'est une clause non-obstant. Il y a la loi de la contre-loi, ça veut dire que faites pas ça, mais nous autres, on peut l'autoriser, puis tout le monde peut le faire si on l'autorise. Donc, lever l'immunité qu'elle a le 83.9 devrait être complètement ignoré et même déclaré comme étant non applicable. Dans aucun cas, si quelqu'un commet des infractions terroristes, il ne peut pas le faire en notre nom parce que le ministre de la Sécurité publique a décidé que c'était raisonnable pour quelque raison que ce soit. Un acte de terrorisme, c'est pas acceptable au Canada par les forces étrangères, c'est pas acceptable à l'étranger par les forces canadiennes, puis c'est encore moins acceptable dans nos murs. Donc, 83.8 et l'abandon du 83.9. C'est donc un non-obstant. Mais la nouvelle loi que... Aucune importance. Mais peut-être. Ben lui, écoutez, moi c'est les dernières... Quand on dit lever l'immunité, c'est l'enlever. Oui. Les dernières informations qu'on a eues, c'est qu'on n'est pas tout seul à faire ce qu'on est en train de faire. Il y a des parties du gouvernement qui comprennent très bien qu'ils se sont fait avoir aussi. D'ailleurs, c'est le cas de, si j'ai bien compris, puis je pourrais me tromper, ça ici c'est une présomption jusqu'à preuve du contraire. Le secteur ou